et on y va. Alors, la dernière fois, on avait commencé autour de ce schéma-là à comprendre la différence entre les nouvelles générations qui sont plutôt sur un mode séquentiel, menu, sous-menu, sous-sous-menu, et des générations plus anciennes qui ont un mode de fonctionnement plutôt analytique où on a besoin d'avoir tous les éléments pour prendre une décision éclairée. On avait un petit peu comparé ces deux modes de fonctionnement, voyant que chacun avait ses avantages et ses inconvénients, mais qu'en tout cas notre nouvelle génération, les générations Y et Z de la version hyper connectée, ont cette particularité-là qu'ils vont placer l'expérience avant la règle, alors que les générations précédentes avaient tendance à placer la règle et puis ensuite à faire leurs expériences. Ce qui donnait des choses concrètement et scolairement assez concrètes. Dans un cas, on apprenait la leçon d'abord et ensuite on faisait les exercices. On apprenait les règles du jeu et après on jouait. Et aujourd'hui, on a des générations avec lesquelles c'est beaucoup plus efficace de faire l'inverse. C'est-à-dire, et d'ailleurs ils le font en cours aussi, c'est-à-dire qu'ils font d'abord l'activité et après on écrit le cours. Et on va d'abord se lancer dans l'activité comme dans un jeu vidéo où ils vont d'abord jouer et éventuellement, quand ils en ont besoin et s'ils en ont besoin, ils iront chercher des ressources extérieures, aller voir sur Internet s'ils trouvent ce qui les bloque, etc. Voilà. Donc d'abord l'expérience et après on en tire des conclusions, on en tire des règles et des manières des stratégies. C'est important de bien comprendre cette différence-là parce que ça change vraiment la stratégie de travail qui va être pertinente derrière. On en avait conclu que la bonne stratégie de travail, en tout cas la plus pertinente, surtout dans le monde du lycée, où on est dans le monde du savoir-faire, c'était la stratégie d'entraînement. Parce que s'entraîner, ça permet d'être dans l'expérience. Voilà, et ça leur parle bien. Et en même temps, ça permet d'accéder au savoir-faire. Parce que je rappelle qu'un savoir-faire, ça ne s'apprend pas. On peut apprendre tous les bouquins du monde sur la natation, on ne saura pas nager. Pour savoir-faire, il n'y a pas d'autre moyen que de s'entraîner. C'est la seule stratégie qui fonctionne. Avec tous les avantages de l'entraînement, c'est que ça laisse des traces, avec tous les inconvénients de l'entraînement, c'est qu'il faut s'entraîner même quand on n'est pas compétent. Et ça, c'est parfois compliqué pour eux de s'entraîner alors qu'ils ne sont pas encore compétents. Et imaginez le stratagème de l'élève ou du jeune, ou même du moins jeune, qui va s'asseoir sur le bord de la piscine et qui va dire « Moi, je rentrerai dans l'eau quand je serai compétent, quand je saurai nager. » Et on comprend bien qu'il ne saura jamais nager. Donc il y a un vrai enjeu à avoir une stratégie qui soit pertinente, et dans le monde du savoir-faire, la seule stratégie vraiment pertinente, c'est l'entraînement. On a pointé aussi qu'au lycée en particulier, on est dans le monde du savoir-faire. 90%, on va dire, des enjeux du bac, ce sont des enjeux de savoir-faire. Savoir rédiger, argumenter, justifier, démontrer, calculer, analyser, tout ça, ce sont des savoir-faire. Ce ne sont pas des savoirs. Et en même temps, on comprend où est le problème, parce que à l'heure où Google en sait plus que nous, si l'enjeu du bac c'était encore du savoir, Google aurait son bac. Alors Google n'a pas son bac. Et il est moins intelligent que votre enfant, heureusement. Et même dans ces versions d'intelligence artificielle. Donc, de l'entraînement, on était d'accord là-dessus la dernière fois. Reste à voir un petit peu comment on s'y prend, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même pas si simple que ça. Donc c'est notre enjeu, c'est l'enjeu de notre soirée ce soir, c'est d'éclairer un petit peu le comment on s'y prend concrètement pour mettre en place cette stratégie d'entraînement au lycée de préférence, mais on peut l'extrapoler à beaucoup d'autres lieux et d'autres endroits. Alors notre stratégie va être en plusieurs points. Le premier, si tout marche bien, c'est pas obligé que ça marche bien tous les coups, comme ça. Hop. On va y arriver. Là. C'est tout bon. Alors, le premier point de notre stratégie, c'est qu'un entraînement qui ne laisse pas de traces, c'est un entraînement qui ne sert à rien. Ou en tout cas, qui n'apportera pas tous les avantages de l'entraînement. Un des gros avantages de l'entraînement, quand on s'entraîne, on fait des exercices, on rédige des paragraphes,
On fait tout ce qu'on attend de nous à la compétition. Donc rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, calculer, tout ça, c'est des entraînements pertinents. L'intérêt de ça, c'est que ça va apporter un point que l'entreprise a compris depuis très longtemps, qui est la traçabilité. Si je me suis entraîné de travers, ben, je vais être compétent de travers, et il y a des chances que je puisse, à la relecture de mon évaluation, quand je vois que ça n'a pas bien marché, reprendre mon évaluation, reprendre mon entraînement et prendre conscience que, ah oui, en effet, je me suis entraîné de travers, je n'ai pas fait attention à l'entraînement, et du coup, j'apprends ce qui me manque, et la fois d'après, je ne me ferai pas avoir deux fois, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu important, cette traçabilité, parce qu'elle va permettre d'accumuler et d'aller vers l'amélioration. On a des élèves, encore aujourd'hui, au lycée, qui, toutes les semaines, à chaque fois qu'ils font un truc, font les mêmes erreurs. Et tout au long de l'année, les profs vont souligner les mêmes erreurs. On dirait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Pourquoi? Sans doute parce qu'ils ne s'entraînent pas ou qu'ils ne font pas ce travail de traçabilité. Parce que quand je dis s'entraîner pas, je pense aussi à cet élève qui s'entraîne sur un papier de brouillon vite fait sur un coin de table et qui est incapable de retrouver son entraînement. Un entraînement, s'il n'est pas classé, organisé, s'il n'est pas arrangé un endroit par chapitre, par exercice, c'est quand même très dommage. Parce qu'une grosse partie de la valeur de l'entraînement, c'est la relecture que je vais pouvoir y faire après. Donc, un élève qui s'entraîne sur un papier de brouillon comme ça, vite fait, et qui jette sa feuille à la fin, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment gâcher quelque chose, alors que l'entraînement peut lui servir de relecture pour pouvoir accumuler les compétences et aller vers le haut à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut leur apprendre, il faut les aider à faire. Et moi, j'ai l'habitude au début, quand on accompagne un jeune comme ça, de mesurer l'entraînement au poids. Et on sera capable de dire, cette semaine, tu t'es entraîné 3 copies doubles. Et si tu veux faire mieux la semaine prochaine, tu t'entraîneras 4 copies doubles. Et c'est pas un problème. L'entraînement au poids, ça a cet intérêt-là que, dans un premier temps, après on pourra amener de la qualité, on pourra amener de la pertinence, et on verra comment, mais dans un premier temps, voilà, c'est vraiment rentrer dans cette démarche de production. La démarche de l'expérience. D'abord, tu rentres dans l'eau, et puis après, on va apprendre à faire les gestes de mieux en mieux pour savoir nager. Mais d'abord, on rentre dans l'eau, on produit quelque chose. Et ensuite, on va pouvoir faire. C'est cette notion d'entraînement qui est toujours compliquée pour eux, parce que on leur demande de s'entraîner avant d'être compétents. De rentrer dans l'eau avant de savoir nager. Et leur première réaction, c'est de dire « je ne sais pas faire ». Ben oui, je sais bien que tu ne sais pas faire, tu es là pour apprendre. À l'entraînement, on est là pour apprendre, donc on ne sait pas encore faire, c'est normal. Mais il faut accepter quand même, et c'est là que ça devient très compliqué pour certains, surtout pour certaines, mais ça devient très compliqué de produire quelque chose qui, par nature, sera de médiocre qualité. Et au début, à l'entraînement, c'est de médiocre qualité. Mais rappelez-vous, messieurs, dames, quand votre enfant a appris à marcher, il est encore tout petit, gros comme ça, là, les premiers pas qu'il ou elle a fait n'étaient pas les plus élégants de son existence. Les premiers pas qu'ils ont fait étaient même plutôt château-branlants et limite, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas marché comme il fallait. Et pourtant, il a bien fallu faire cela d'abord pour devenir ensuite capable, avec grâce et élégance, de se déplacer comme ils le font aujourd'hui dans les escaliers y compris. Toute cette légèreté que vous leur voyez aujourd'hui, elle vient de tout l'entraînement qu'ils ont depuis tout petit à se mouvoir avec grâce et élégance. C'est vraiment... D'abord, ils ont fait des pas, et puis après, ils ont appris, étape par étape, à y amener de la grâce et de l'élégance. D'abord, je marche, et après, j'apprends à améliorer le système. On va prendre un autre exemple. Pour apprendre à conduire, tous ceux ici qui ont appris à conduire savent ça. Pour apprendre à conduire, d'abord on conduit, d'abord on se met au volant, et jamais on commence par faire un cours théorique sur la conduite pour savoir comment il faut tourner le volant, passer les vitesses, etc. Non. D'abord, on vous assoit au volant, on vous met en situation de conduire, on y va,
Au début, on vous assiste, et puis petit à petit, on va rajouter les vitesses, les pédales, etc., etc. Mais la première leçon de conduite, il n'y a presque que le volant, et encore. Et puis petit à petit, on rajoute les difficultés. C'est exactement la même chose. Il faut accepter au départ de produire un truc qui ne sera pas de qualité. C'est pas grave. À partir du moment où je le sais. Je ne sais pas faire, mais fais-le quand même. Une fois que tu l'as fait, alors tu vas pouvoir exercer ton esprit critique. Et ça, pour le coup, la génération XY, là, enfin YZ, ils sont très forts en esprit critique. C'est leur spécialité. Ils sont super forts pour voir où sont les problèmes des autres. Et je vous rassure, ils sont aussi super forts pour voir où sont leurs propres problèmes. C'est de là que viennent un certain nombre de problèmes de confiance en soi d'un certain nombre d'entre eux. Mais ils sont très forts pour faire un travail d'analyse, parce qu'on leur a appris ça depuis très longtemps, et puis en plus, ils aiment bien ça. Donc, analyser, ils savent faire. Alors, on va produire quelque chose qui sera sans doute médiocre, et puis ensuite, on va l'analyser. Et critère par critère, on va l'enrichir. Et on va faire ce travail d'enrichissement, choisir un critère, analyser. Voilà. Le professeur nous a donné un certain nombre de critères pour que mon travail soit de qualité. Par exemple, elle m'a dit il faut que le texte soit avec un temps qui soit concordant, la concordance des temps. Et bien hop, je vais choisir ce critère-là, relire mon travail, l'enrichir. Et puis ensuite, je vais faire attention à une seule idée par paragraphe. Je relis, j'enrichis, etc., etc. Voilà. L'outil numérique est assez génial pour faire ce travail-là. C'est pour ça qu'ils sont à l'aise avec ça. Parce que, j'avais pris cet exemple-là la dernière fois, quand j'écris un mail le lundi, que je le mets dans les brouillons, que je l'enrichis le mardi, après on va en avoir causé avec le collègue, que le mercredi, j'y rajoute un document parce que j'y ai pensé, et que le jeudi, j'en reparle avec un autre collègue et que j'enrichis encore mon mail, et ben le vendredi, quand je l'envoie, il est nettement plus qualitatif que quand je l'ai rédigé le lundi. Et ce travail d'enrichissement, ben c'est exactement ce travail-là qu'il faut faire scolairement parlant. Quelle que soit l'échelle de temps à laquelle on travaille. Sur une épreuve de 2 heures, rappelez-vous du brevet des collèges, ils avaient 2 heures de français, ils avaient tous fini au bout de 45 minutes. Parce que, ils se sont arrêtés là, eux. Ils ont juste produit, d'ailleurs ils n'ont même pas fait de brouillon, ils ont directement écrit sur la copie, et au bout de 45 minutes, ils avaient 2 heures d'épreuve, ils avaient terminé. Et la plupart sont sortis au bout d'une heure. Parce qu'ils ont pris 15 minutes pour relire, histoire de donner genre... mais la plupart, au bout d'une heure, ils sont sortis d'épreuve. Et quand ils ont 4 heures de philo, c'est pareil. Au bout de 45 minutes, il y en a qui ont fini. Sauf si on leur a appris que, bah, ça y est, au bout de 45 minutes, j'ai produit mon premier jet, celui qui est assez médiocre et souvent pas très profond, et je vais pouvoir l'enrichir maintenant. Et là, il y a quelques petites stratégies intelligentes, hein, notamment la stratégie du brouillon. Si j'ai un brouillon qui ressemble à un propre, par exemple, c'est qu'il n'a pas été enrichi. On a beaucoup, ça, des élèves qui font des brouillons qui ressemblent à des propres, ou en tout cas qui sont plus propres que mes brouillons à moi, ou que mes propres à moi. C'est le signe que ça n'a pas été enrichi. Et qu'on n'a pas fait ce travail d'enrichissement. Mais c'est pareil, si j'ai un brouillon tout rikiki, tout ratatiné, où j'ai pas passé de ligne, qui est tout tassé sur un coin de feuille, parce que, vous comprenez, il ne faut pas gaspiller trop de papier, ben, c'est très difficile à enrichir. Sauf à chaque fois qu'on veut modifier un mot, être obligé de recopier toute la phrase, faire un... Enfin, c'est très complexe. Et face à un travail très complexe de cet ordre-là, la plupart des élèves intelligents se disent bah, on le fera une autre fois. Et donc, ils rendent au bout de 45 minutes leur travail médiocre. Ou en tout cas, pas à la hauteur de ce qu'ils seraient capables de faire. Il y a un vrai enjeu à avoir une stratégie intelligente sur un brouillon qui soit aéré, qui soit... Voilà. Mais c'est pareil pour l'exercice que je fais à la maison. Hein. Mon exercice que je fais à la maison, que j'ai fait une première fois, comme je le pensais, le jour de la correction, qu'est-ce qui se passe? Le prof, il envoie un élève au tableau, on corrige ça en classe. Si j'ai fait ça de manière très tassée, tout rikiki dans le coin d'un cahier où j'ai pas de place, ben, s'il y a des choses qui concordent pas, et que je sais que le prof va pas forcément vérifier mon cahier par derrière, alors dans le meilleur des cas, je vais barrer mon exercice pour me rappeler qu'il est faux. Dans le meilleur des cas, je vais fermer le cahier, on va passer à autre chose. Et c'est dommage, on a tout raté de l'intérêt de l'entraînement. Donc il y a un vrai enjeu
à avoir un exercice qui soit suffisamment aéré pour que je puisse, y compris pendant la correction, aller faire le travail d'enrichissement de manière à garder à la fin du jeu, sur mon cahier, quelque chose qui soit qualitatif. Donc, première règle, laisser des traces, c'est indispensable. C'est vraiment le moyen de la traçabilité, c'est le moyen d'avoir un travail qui sera qualitatif. Et plus il va être enrichi, c'est comme l'uranium, et plus il sera qualitatif. Et un travail enrichi, ça se voit sur le brouillon, ça se voit sur... Et quand les profs disent sur la copie, il faut approfondir votre travail, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut l'enrichir plus longtemps, en prenant plus de critères en compte, et en prenant en mettant plus de fois sur le métier votre ouvrage. 100 fois sur le métier, mettez votre ouvrage. Là, on est là. Voilà. On l'écrit une fois, et ensuite on l'enrichit 100 fois. Et on aura un travail à la fin qui sera nettement plus qualitatif, nettement plus performant. C'était le premier point. Alors, le deuxième. C'était le mauvais bouton. Il est hyper important dans une stratégie de travail au lycée d'arriver à fixer des objectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Si un jour vous la faites, faites-la plutôt sur la plage, c'est moins dangereux qu'ailleurs. Essayez de courir les yeux fermés. Puis ensuite, faites le même parcours, mais les yeux ouverts. Pour un peu que vous chronométriez les deux, vous allez constater que vous êtes plus rapide les yeux ouverts que les yeux fermés. C'est assez étonnant ou pas. Votre cerveau, qui est plutôt du genre on ne va pas prendre des risques inutiles, quand on a les yeux fermés, naturellement, il a tendance à appuyer un peu sur les freins. Les yeux ouverts, quand je sais où je vais, là, je peux déployer toute la puissance de mon corps d'athlète pour aller à la vitesse maximum sans problème. C'est très important de savoir où on va pour pouvoir y aller vite et loin. Et encore mieux pour y aller longtemps. C'est une vraie problématique en lycée de ces élèves qui ne savent pas pourquoi ils travaillent. Pour quel projet. Et non pas un projet de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard comme métier, parce que ça c'est normal pour la moitié d'entre eux de ne pas le savoir dans la mesure où le métier qu'ils vont exercer n'existe pas encore. Donc ça c'est pas grave, c'est pas la peine de mettre de la pression là-dessus. Par contre, de ne pas savoir dans quelle direction je m'oriente, ça c'est plus inquiétant. Quant à savoir ce que deviendra le monde demain, c'est encore plus inquiétant, mais ça, ils n'y peuvent pas toujours tout. Encore qu'ils peuvent participer à élaborer un monde pour demain, c'est leur job aussi. Mais l'enjeu de savoir où je vais, c'est un enjeu vital. Et ça marche à tous les étages. Quand je m'assois à mon bureau pour travailler le soir, est-ce que je suis capable, et moi en tant que parent, c'est la question que je pose à mon enfant. Tu vas faire quoi? C'est quoi ton objectif? Je vais faire mon travail. Mais c'est quoi l'objectif de ton travail? Tu vas où là? Et c'est une vraie question qui est compliquée pour eux. Qui est compliquée parce qu'ils sont capables de faire un truc sans se poser la question de à quoi ça sert, à quoi ça me sert, vers où ça m'emmène. Vers quelles compétences ça m'emmène. Ah, je suis en train d'apprendre à faire une dérivée et ah ben là ça change tout. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais et je sais quels sont les contours de mon objectif. Et je sais que quand je saurai faire une dérivée, j'aurai fini. C'est vraiment important. Quand on parle d'objectif, et là on va s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans l'entreprise, fixer un objectif, dans l'entreprise on appelle ça des objectifs SMARTY. C'est-à-dire qu'il faut que l'objectif soit spécifique, il faut qu'il soit assez précis, quoi. Si je dis par exemple, je veux perdre du poids, ça me ferait du bien. Si je dis pas combien, comprenez bien que l'enjeu n'est pas tout à fait bien fixé. Perdre du poids, c'est quoi? C'est perdre 200 grammes. Ok, demain matin, ce sera fait. Ou alors, perdre du poids, c'est perdre les 25 kilos que je mériterais de perdre. C'est pas tout à fait la même. Donc un objectif, ça mérite d'être chiffré, d'être mesurable. Attention, quand je parle d'objectif au lycée, je parle jamais d'objectif de résultat. Je ne parle jamais d'objectif de résultat, parce que c'est terriblement décevant les objectifs de résultat. Un objectif du genre, je veux avoir 12 sur 20 en anglais, c'est terriblement décevant. Parce que je n'ai pas toutes les manettes. Moi, j'ai les manettes du
travail, du sérieux, de la concentration, de la participation en classe. Mais j'ai pas les manettes de est-ce que le groupe classe est performant ou pas. On sait bien que dans un groupe classe performant, c'est plus méritant d'avoir une bonne note que dans un groupe classe plus en difficulté. Parce que le prof va avoir tendance à ajuster son travail et son évaluation à la moyenne du groupe classe. Mais aussi, est-ce que le contrôle était plus dur que cette fois-ci que la fois d'avant? Ou est-ce que le chapitre est plus dur cette fois-ci que la fois d'avant? Ou est-ce que le prof était mal luné au jour où il a corrigé ma copie? Ou est-ce que moi j'étais en difficulté sur la santé le jour où j'ai fait contrôle? Il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. Donc me fixer des objectifs sur des paramètres qui dépendent du prof, c'est pas juste. C'est décourageant. Donc quand je fixe des objectifs, c'est sur ce que je maîtrise moi. Les objectifs de moyens. Je décide comme objectif que je vais travailler 2 heures par jour. Ok. Ça dépend de moi, ça. Et personne, voilà, à part les accidents ou les incidents de la vie de la famille, mais globalement, je peux être maître de ça. Je décide de lever la main 3 fois par cours. Ça, c'est moi qui décide. Voilà. Est-ce que je serai interrogé ou pas? Ça dépend pas de moi. Mais au moins, lever la main, ça dépend de moi. C'est un objectif intéressant. Donc, un objectif spécifique, mais un objectif sur lequel j'ai la main. Plutôt sur les objectifs de moyens. Mesurable, c'est hyper important. D'accord? Un objectif qui est précis, il est mesurable. Si c'est pas mesurable, hein, je veux m'améliorer en anglais. Ça veut dire quoi, s'améliorer? Ça veut dire, enfin, à partir de combien je considère que je m'améliore ou pas? Voilà. Je veux être capable de tenir une conversation en anglais avec mon correspondant. Ça, c'est un objectif qui est plus précis, plus facile à mesurer. On peut avoir une montre et se dire au téléphone, on doit tenir au moins 5 minutes ensemble. Voilà, c'est mesurable. Il doit être accessible et ambitieux. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent à la pétanque. De temps en temps, à la pétanque, on a cette tendance à pouvoir se tirer sur les pieds. Quand on a déjà 2 ou 3 boules de placées et qu'on se dit on ne va pas prendre le risque d'aller casser tout ça, on va avoir tendance, les dernières boules, à les mettre sur le côté. C'est hyper important de ne pas avoir des objectifs petits bras. Si j'ai des objectifs trop petits bras, j'avance pas, quoi. Donc il faut un peu d'ambition. Après, il n'en faut pas trop, parce que si je décide là maintenant tout de suite de m'inscrire aux Jeux Olympiques, c'est ambitieux, certes, mais c'est peut-être un peu déraisonné. En tout cas, ça risque d'être un peu décourageant pour moi. Donc je vais trouver le juste milieu entre pas assez ambitieux et trop ambitieux. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Cette année j'ai un super objectif, je vais essayer de gagner 0,25 points dans telle matière. Voilà. C'est bien mon garçon, je suis content pour toi, mais tu ne peux pas avoir des ambitions un peu plus... Voilà. Donc, ambitieux, mais accessible. On va pas non plus se dire, tiens, cette année mon objectif c'est d'être le premier de toutes les classes réunies. C'est peut-être pas accessible tout de suite. Réaliste, ça revient un petit peu à la même chose. Hein. Limité dans le temps, ça c'est hyper important. Un objectif, c'est dans un timing. Si je dis je veux perdre du poids, mais que je dis pas pour quand, à coût de 200 grammes par mois, je peux y arriver. Hein. Ça va être long. Et je risque de me décourager au bout de... Pas à la fin. Quoi. Donc c'est vraiment... Voilà, il faut fixer un timing et se dire, voilà, je me donne comme objectif pendant 3 mois de participer 3 fois par cours. Ok, ça c'est mesurable, c'est spécifique, c'est ambitieux, parce que 3 fois par cours, si c'est à tous les cours, c'est pas mal. C'est réaliste, parce que c'est faisable. C'est limité dans le temps pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, on voit ce que ça donne. Pourquoi c'est important, le limiter dans le temps? Vous le faites quand vous allez faire de la montagne. Quand vous faites de la montagne, vous avez tous fait ça, moi je fais ça souvent. Vous savez, ça monte, c'est compliqué, là, je suis dans le dur, c'est vraiment en pente et ça monte dur. Et là, je me dis, allez, je vais jusqu'au caillou, là. Je me fixe le caillou comme objectif, et quand j'arrive au caillou, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau me donne une dose de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du succès. C'est quand j'ai gagné. Et mon cerveau, il trouve qu'il est accro à la dopamine. C'est-à-dire qu'il serait prêt à déplacer des montagnes pour avoir sa dose de dopamine. Et donc, pour avoir cette dose-là, il est prêt à m'aider à faire l'effort pour aller jusqu'au caillou.
Et quand je suis arrivé au caillou, je me dis, allez, cette fois-ci, je vais jusqu'à l'arbre là-bas. Et je me fixe des petits objectifs comme ça. Et à chaque fois que je me fixe un petit objectif et que je l'atteins, eh ben, j'ai ma petite dose de dopamine. Évidemment, quand j'arriverai au bout de la montagne, tout là-haut, j'aurai une grosse dose de dopamine et ce sera chouette. Mais les toutes petites doses que j'ai eues entre les deux, elles ont été très utiles. Elles m'ont permis vraiment de tenir bon pendant tout ce temps-là. Donc c'est des objectifs avec des intermédiaires, c'est important. Notre cerveau est complètement accro à la dopamine. C'est pour ça, par exemple, que Candy Crush, qui est un jeu parfaitement stupide, absolument sans aucun intérêt, mais tout à fait addictif. Il est très addictif, et il y a des gens qui sont complètement accros à ce jeu complètement stupide et sans intérêt, parce que tout le monde gagne à Candy Crush. C'est un jeu où on gagne tout le temps. On gagne des petites bananes, des petits machins, on gagne des points et on accumule les points, plus ou moins vite, selon si on est bon ou pas. Peu importe, on gagne. Pour le cerveau, c'est génial. C'est des petites doses de dopamine gratuites comme ça qui se satisfaisent d'elles-mêmes. Et on gagne. Et on est content parce qu'on gagne. Voilà, et on peut rejouer pendant des heures comme ça à faire un truc parfaitement stupide. Mais le cerveau, il est content parce qu'il gagne. Et tant qu'il gagne, il rejoue. Il est accro à la dopamine. Rappelons-nous de ça et utilisons-le en prenant plutôt des timings relativement courts. Parce que se dire à la fin de l'année, je vais atteindre tel objectif, c'est chouette. Mais peut-être il y a des intermédiaires à placer le plus souvent possible pour avoir cette petite dose de dopamine qui donne envie de recommencer. Ça peut être d'un cours à l'autre, par exemple. Il doit être imaginable, l'objectif, c'est le I de Smarty. Il doit être imaginable. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Je m'explique. Vous avez tous déjà regardé un film à la télévision ou au cinéma. Vous êtes tous déjà au courant que... J'espère. Sinon je casse le mythe, je suis désolé. Vous êtes tous au courant que ce qui se passe au cinéma, en fait, c'est pour de faux. C'est semblant. C'est des acteurs, en fait. Ils sont pas morts pour de vrai. Ils sont pas amoureux pour de vrai. Ils n'ont pas perdu pour de vrai leur petit chien dans la forêt. En fait, c'est du cinéma. C'est un scénario. Et pourtant, vous savez tous ça, mais vous avez tous déjà ressenti des vraies émotions devant un film au cinéma ou à la télévision. Vous avez tous vraiment sursauté au moment où le monstre est sorti de sous le lit, alors que vous savez que c'est pas un vrai monstre. Que vous savez qu'elle risque rien dans son lit là. Et pourtant, vous avez tous frissonné à l'idée qu'il y avait un monstre sous son lit, etc. Votre cerveau a ressenti des vraies émotions, il a vraiment réagi pour de vrai, alors que vous savez que c'est faux. Parce que votre cerveau, et pour être plus précis, le cerveau reptilien et le cerveau limbique, celui des réflexes et celui des émotions, ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À quoi ça sert que mon objectif soit imaginable? Ben, ça sert à ça. C'est que quand je ferme les yeux et que je m'imagine en train de réussir mon objectif, ben mon cerveau me donne une petite, parce qu'il sait bien que c'est pour de faux, mais n'empêche qu'il me la donne pour de vrai, une petite dose de dopamine. Et ça m'aide à continuer. Ça m'aide. Et quand je vais commencer à gravir la montagne, quand je ferme la voiture et que je commence le début du chemin, là, il suffit de fermer les yeux et de m'imaginer la dernière balade que j'ai faite quand on est arrivé au sommet et qu'on avait ce paysage à bout de souffle, là, et que c'était une vraie satisfaction d'être arrivé en haut, et ben je peux me rappeler que c'était super chouette. Et là, rien qu'en fermant les yeux, la lassitude à l'idée de commencer ce chemin qui commence comme ça, évidemment les parkings sont toujours au pied d'une pente pas possible, l'essoufflement de rien qu'à regarder le chemin monter là, il s'envole, et cette petite dose de dopamine me permet de démarrer la balade et d'y aller franchement. Donc c'est vraiment important que ce soit imaginable, et ce sera même important de l'imaginer souvent. Et de se rappeler souvent de l'objectif terminé, abouti, réussi. Parce que ce sera vraiment une dose intéressante de dopamine pour avancer. Donc, fixer des objectifs, c'est vraiment important. Troisième point, utiliser correctement son cerveau. Le cerveau, c'est l'outil de travail de chacun des élèves au lycée, et peut-être d'un certain nombre d'entre vous dans votre métier.
c'est vraiment important de l'utiliser correctement. Une petite connaissance à avoir sur le cerveau. On a une partie consciente du cerveau, c'est celle avec laquelle vous êtes capable de réfléchir, d'interagir, etc. Et puis on a une partie inconsciente du cerveau, c'est celle qui fait tout le reste. Alors, en termes de proportion, si je devais donner une idée, la partie consciente, c'est l'autre, c'est pas la Tour Eiffel, c'est le Playmobil. 7 cm, ça fait un Playmobil. Vous le saviez, j'espère. Eh bien, la partie consciente de mon cerveau, c'est 7 cm. La partie inconsciente de mon cerveau, c'est la Tour Eiffel taille réelle, 365 mètres. Il y a un facteur entre les deux de un peu plus de 10 000. Donc mon cerveau est 10 000 fois plus puissant en inconscient qu'en conscient. Ce qui est assez impressionnant. Évidemment, c'est parce qu'il fait plein de choses qu'il ne me dit pas. Entre autres, mon cerveau régule les battements de mon cœur. Entre autres, mon cerveau régule ma digestion, régule la température de mon corps, régule... enfin voilà, si j'avais besoin consciemment de respirer, je serais mal barré. Hein. Heureusement, c'est inconscient et ça marche toute la journée, 24-24 d'ailleurs. Ça fait partie des grosses différences. Le cerveau inconscient, lui, marche 24-24. Le cerveau conscient, lui, ne fonctionne que quand je suis réveillé. Il fonctionne différemment un petit peu quand je dors. Mais pas comme je voudrais. Et puis je ne maîtrise pas en plus. Mais lui, c'est 24-24 et il ne s'arrête jamais. Donc il est extrêmement puissant, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que tous, vous avez eu cette expérience de vous endormir un jour avec un problème et de vous réveiller avec une solution. C'est pour ça que tous, vous avez eu cette occasion voilà, d'avoir une problématique et de quelques temps plus tard, le lendemain ou 3 jours plus tard, de dire mais évidemment, c'est ça la solution et trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé la première fois. Parce que votre cerveau inconscient, pendant ce temps-là, il a bossé. Et consciemment, vous n'avez pas trouvé la solution sur le moment, mais lui, il a continué de travailler pendant le trajet et il a trouvé des solutions. C'est pour ça qu'on dit aux élèves souvent, lisez toutes les questions avant de commencer. Parce que dans un contrôle, c'est toujours pareil, les questions les plus dures, elles sont à la fin du contrôle. Les exercices les plus compliqués sont à la fin. Donc quand je lis toutes les questions avant de commencer, qu'est-ce que je fais? Ben, je donne à mon cerveau inconscient toutes les questions, y compris les plus dures de la fin. Et puis ensuite, je m'attaque aux questions les plus faciles, celles du début. Et quand j'arrive à l'exercice le plus difficile de la fin, ben, le cerveau, il a déjà 1 heure de travail dans les pattes, lui. Pendant 1 heure déjà, il a pu commencer à réfléchir au problème, il a pu commencer à chercher des solutions, et peut-être même qu'il aura glané dans les questions faciles du début les éléments qui lui permettent de résoudre le truc compliqué de la fin. Donc c'est vraiment intelligent de commencer par lire toutes les questions et de donner à mon cerveau les éléments de réussite pour la suite. Mais de la même manière, quand il reste 5 minutes à la fin du cours, et que le professeur dit « commencez à faire vos exercices », et que les élèves disent « il reste 5 minutes, on ne va pas commencer pour 5 minutes quand même ». Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire de ces 5 minutes-là? On n'aura pas le temps de faire l'exercice, mais ce n'est pas l'enjeu. Mais par contre, ce serait intelligent de lire les énoncés. Parce que qu'est-ce qui va se passer pendant que je serai dans le bus, pendant que je vais prendre mon goûter, que je vais débarrasser de la vaisselle en arrivant à la maison le soir, que je vais mettre le couvert pendant que maman se repose sur le canapé, pendant que je fais tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mais mon cerveau continue et commence à résoudre un certain nombre de problèmes. Et les énoncés que j'ai lus juste avant de quitter le cours, pendant le bus, pendant le lave-vaisselle, pendant que je mets le couvert, pendant que je prépare le dîner, évidemment, mon cerveau, il travaille. Et c'est juste intelligent de lui donner la matière pour qu'il travaille. Y compris si d'ailleurs je ne fais pas mon travail tout de suite parce que c'est pas pour demain, c'est pour jeudi prochain, et que je le fais mercredi. Pendant tout ce temps-là, mon cerveau, il aura eu le temps de travailler. Et quand je vais arriver devant mon exercice, il me paraîtra tellement beaucoup plus simple que si je le découvre au moment où je l'attaque.
Ce cerveau est extrêmement puissant, mais parfois un peu lent. Parce qu'il prend tellement de facteurs en compte qu'il a besoin de beaucoup d'éléments et il est un peu plus lent, donc il faut lui laisser du temps. Donc fractionner son travail, c'est intelligent, parce que entre deux séances, ça s'améliore. Et d'ailleurs, certains qui font de la musique parmi vous auront constaté ça. Parfois, il ne se passe rien entre le cours du mercredi et le cours du mercredi d'après. Je dis il ne se passe rien, ça veut dire que la clarinette n'est pas sortie de sa housse. Je n'ai pas touché à la clarinette de toute la semaine. Et pourtant, la semaine d'après, quand j'arrive, je suis vachement plus fort que la semaine d'avant. C'est génial. Le prof, il me dit « Oh, t'as bien bossé cette semaine !» Alors moi, je dis « Oui. » Alors que ce n'était pas vrai du tout. Moi, je n'ai pas touché à la clarinette de la semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau inconscient, lui, il a touché à la clarinette pendant la semaine. Et pendant la semaine, dans ma tête, il s'est passé des choses et ça a progressé. Alors, je vous rassure, ça ne marche pas à tous les coups et il y a plein de facteurs, notamment sur la question de la gymnastique des doigts, qui ne fonctionneront pas du tout si je ne m'entraîne pas dans la semaine. Mais s'il s'agit uniquement notamment de la question de la lecture de notes ou de l'appréhension de la musique, alors oui, ça fonctionnera et c'est parfois bluffant. Parfois bluffant et surtout à cet âge-là. Avec l'âge, ça peut se tasser, mais à cet âge-là, ça peut être parfois bluffant. Donc, utilisons notre cerveau inconscient et pour ça, il faut vraiment lui soutenir le travail et lui laisser le temps de le faire. Alors, attendez, celui-là, je crois qu'il est... Alors, je continue. Dans les phénomènes absolument essentiels, accepter l'imperfection. C'est une vraie maladie de certains élèves en lycée, et de certaines en particulier, c'est plus prononcé chez les filles que chez les garçons, encore que, c'est le perfectionnisme. C'est terrible. Les élèves perfectionnistes s'assoient sur le bord de la piscine et disent « Moi, je rentrerai dans l'eau quand je saurai nager ». Et ils ne savent jamais nager. Parce qu'ils pensent qu'il faut être bon pour pouvoir faire quelque chose. Comme s'il fallait être bon pour pouvoir faire une tarte aux poires. Pour savoir faire une tarte aux poires, il faut faire une tarte aux poires, il n'y a pas de secret. Et si tu veux faire une bonne tarte aux poires, alors tu feras plusieurs tartes aux poires, et la future sera bonne. La première sera pas terrible, c'est possible. Mais la deuxième sera meilleure, et celle d'après sera encore meilleure. C'est absolument essentiel, surtout dans une dynamique d'entraînement, d'accepter l'imperfection. Comme étant un ingrédient de la réussite, et non pas le contraire de la réussite. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et si on peut les aider à quelque chose, c'est ça. C'est les forcer, ou en tout cas les inciter ou les accompagner dans la production d'écrits ou de supports qui ne sont pas parfaits. Et on le garde parce qu'il n'est pas parfait. Il n'y a rien de pire, par exemple, que de faire ces exercices au crayon en papier. C'est une habitude que certains ont, parce que comme ça, ils peuvent gommer quand il y a des erreurs et mettre tout bon et avoir un cahier, comme ça, il n'y a pas de rature. C'est terrible. Parce que du coup, on ne garde pas de traces de nos erreurs. Et pas de traces de mes erreurs, c'est la garantie que je ne vais pas progresser. J'ai besoin d'avoir une trace de mes erreurs. J'ai besoin de m'en souvenir de mes erreurs. J'ai vraiment besoin pour pouvoir les éviter. Donc, c'est vraiment important d'accepter l'imperfection comme faisant partie de l'apprentissage. Et de garder la trace de mes erreurs comme étant ce que je ne dois pas reproduire. Il faut comprendre, le cerveau humain, il est cumulatif. C'est-à-dire qu'il ne sait pas oublier quelque chose. Si je vous demande là tout de suite d'oublier le chiffre 33, et de ne pas y penser d'ailleurs, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc oubliez-le tout de suite, ce chiffre 33, surtout n'y pensez pas. Je vais vous laisser quelques secondes le temps de l'oublier. Allez-y. Bon, tout le monde a oublié le chiffre 33, donc vous voyez bien que votre cerveau ne sait pas faire ça. De la même manière qu'il sera impossible d'oublier l'erreur qu'on a faite. Enfin, d'oublier la mauvaise information qui nous a fait faire une erreur. Le seul moyen, c'est quoi? C'est de rajouter une information par-dessus. Il
que si je vous demande maintenant ce chiffre 33 de rajouter un 0, vous arriverez comme moi à 330. Et maintenant, vous voyez, vous n'arrivez plus à penser à 33. Vous pensez tous à 330. Et si vous voulez retourner à 33, vous allez, dans votre tête, écrire le 330 et enlever le 0. Mettre un patch pour enlever le 0. Donc finalement, voilà, il faut s'imaginer notre cerveau comme notre mémoire comme quelque chose de cumulatif où on peut toujours rajouter des choses, mais on ne peut jamais en enlever. Ça veut dire que c'est intelligent quand j'ai commis une erreur. J'ai fait une erreur dans un exercice, ça ne sert à rien d'essayer de gommer l'erreur. Elle est dans ma tête. Si je l'ai faite, c'est qu'elle est dans ma tête. Par contre, c'est utile de corriger l'erreur. Et qu'est-ce que demande le professeur quand on corrige l'exercice? Ou quand il nous rend le contrôle? Il nous dit, prenez un stylo vert et corrigez vos erreurs. Et c'est intelligent de faire ça. Parce que si je corrige mes erreurs sur ma feuille, je vais avoir, l'erreur, je la connaissais déjà, je l'ai faite tout seul. Par contre, je vais avoir par-dessus le patch à coller avec la bonne solution. C'est ce que vous faites, certains d'entre vous, quand vous avez un mot que vous ne saviez pas écrire, et sur lequel vous butez encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard parfois. Toujours le même mot, vous avez toujours un doute. Pourquoi? Parce que vous avez mémorisé naturellement l'information alpha, qui était peut-être fausse, puis ensuite vous avez un truc pour trouver la bonne réponse. Donc vous avez mémorisé le patch qui vous permet de corriger l'erreur du départ. Voilà. Ça marche pour certains gestes aussi, il y a certains gestes pour certains, voilà, qui sont toujours, il y a toujours un doute. Et là on a un petit truc qui nous permet de choisir la bonne solution. Il y en a qui font encore ça avec la main droite et la main gauche. Si tout petit, quand vous étiez en maternelle, vous n'avez pas appris du premier coup la bonne droite et la bonne gauche, et bien pour certains, vous aurez encore à 40, 50, 60 et plus besoin de repérer de quel côté est l'alliance pour vous souvenir. Ça arrive à des gens bien. Votre cerveau est cumulatif. Vous remarquerez qu'en termes de souvenirs, de se souvenir où est droite et où est gauche, ou de se souvenir que l'alliance c'est côté gauche, en termes de quantité d'informations, c'est la même chose. Ah oui, il faut que je regarde l'alliance, mais l'alliance elle est à droite ou elle est à gauche? C'est que c'est pareil, où est la droite et la gauche? Moi c'est facile, je me souviens toujours comme ça. La droite c'est le côté où le pouce est à gauche, et la gauche c'est le côté où le pouce est à droite. C'est facile à reconnaître. On comprend que ce n'est pas un problème de mémorisation. C'est vraiment un problème de stratégie, de quelle information je suis parti à la base, et de comment est-ce que je trouve les patchs qui me permettent d'avoir l'information finale correcte. C'est exactement la même chose avec mon exercice de maths ou avec mon vocabulaire d'anglais. L'erreur que j'ai faite à ce mot-là, elle est dans ma tête. Donc il va falloir, non pas que j'essaie de l'effacer, ni même de la remplacer, mais de la compléter avec la correction. Et ça marche beaucoup mieux. Il est bien évident que Paris ne s'est pas fait en un jour, que parfois l'enthousiasme de l'adolescence fait qu'on a envie de tout résoudre tout de suite maintenant, et que voilà, la sagesse parfois pour accompagner un ado, c'est de l'aider à trouver les petits pas. Rappelons-nous l'effet de la dopamine. À chaque petit pas que je fais, c'est une petite dose de dopamine que je donne à mon cerveau. Et c'est de l'énergie que j'ai pour continuer. Repérons ces petits pas, voilà, mettons-les en avant. Et plein de petites victoires valent beaucoup, beaucoup mieux qu'une grosse victoire. La confiance en soi, elle est basée sur plein de petites victoires, elle n'est pas basée sur une victoire un jour. Il faut vraiment avoir cette stratégie de petits pas. Quand on enrichit quelque chose, on l'enrichit avec un seul critère à la fois. Quand on progresse, on valide chaque critère les uns après les autres. Et si on donne 3 fois un bravo, eh ben, ce sera mieux que d'en avoir qu'un seul à la fin. Ça, c'est vraiment dans notre stratégie quelque chose de pertinent. Il est bien évident que Paris ne s'est pas fait en un jour, mais que si je veux réussir les Jeux Olympiques, c'est pas maintenant qu'il faut que je m'y prenne. Pour réussir les Jeux Olympiques, pour être sélectionné ou pour performer là-bas, c'est un travail de longue haleine. C'est la régularité de mon travail. En matière de savoir-faire, on est bien d'accord que c'est une question de régularité, c'est une question d'entraînement. On ne s'entraîne pas la veille d'un match. Ça n'a aucun sens.
ou pas pareil. D'ailleurs, les entraînements d'éveil de match ne sont pas les mêmes que les entraînements. C'est pas de l'entraînement, ils appellent ça du dérouillage. La veille d'un match, on se dérouille, on se met en jambes, voilà, on se réconforte, mais on ne s'entraîne pas vraiment. C'est pas un vrai entraînement. L'entraînement, c'est avant la bataille. C'est pas le jour J de la bataille, quoi. Donc il faut vraiment rentrer dans un entraînement qui soit régulier le plus souvent possible. Voilà. Le prof de musique rappelle, hein, il vaut mieux 5 minutes par jour que 1 heure la veille du cours. 5 minutes. Parfois, ça suffit. À entretenir, à mettre en route, etc. Il vaut mieux un petit exercice par jour. Il vaut mieux un petit paragraphe par jour qu'une grosse dissertation le week-end qui précède le contrôle. Ce sera beaucoup moins efficace, beaucoup moins pertinent. Pourquoi ça? Parce que notre mémoire, elle est faite comme ça. Alors, je vous la fais avec le son, non, je vous la fais sans le son, c'est pareil. En connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Le cerveau ne retient pas ce qui est important, il retient ce qui est fréquent. C'est un truc que les publicitaires ont compris depuis très longtemps. Ils préfèrent nous asséner une petite phrase stupide 27 fois dans la journée plutôt que de prendre 30 secondes pour nous expliquer en vrai pourquoi leur produit est intéressant. Notre cerveau retient ce qui est fréquent. D'ailleurs, regardez bien tout ce que vous connaissez par cœur dans votre vraie vie. Ce n'est pas des choses que vous avez apprises. Vous connaissez par cœur le prénom de vos amis. Vous n'êtes jamais assis à une table en disant « je vais apprendre le prénom de mes amis ». Vous connaissez par cœur votre environnement, votre maison, où est rangé le sel. Vous n'êtes jamais assis en disant « tiens, aujourd'hui, je vais apprendre où sont les ustensiles dans la cuisine ». Rappelons-nous, s'il ne sait pas où se trouve le sel et où se trouve le couteau à beurre, c'est peut-être qu'il ne s'entraîne pas assez sur l'usage du sel et du couteau à beurre, ou pour mettre le couvert. On n'apprend pas non plus ses chansons préférées, pourtant on les connaît par cœur. Parce que l'entraînement donne vraiment cette compétence, cette mémorisation de ce qu'il nous faut. Moi, je représente souvent la mémoire comme un chemin de montagne. Et un chemin de montagne, ou même dans un champ, ça marche pareil. Si j'y passe une fois par an, ben c'est un champ, quoi. Il y a des feuilles, des ronces, des fleurs, des trucs qui poussent. Et on peut passer une fois par an, ça passe.
Et si je passe tous les jours au même endroit, ben petit à petit, il y a un sentier qui va se tracer. Et ce sentier, plus je vais le fréquenter, plus il y a de gens qui vont le fréquenter, plus il va devenir large jusqu'à devenir un vrai chemin. Notre mémoire, c'est pareil. Si je fais quelque chose tous les jours, c'est quand votre enfant met le couvert tous les jours, ben il devient beaucoup plus performant et il n'oublie plus où sont rangés les verres et où est-ce qu'il peut ranger les petites cuillères. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire tous les jours. C'est pour ne pas oublier où sont rangées les choses dans la cuillère. Donc la régularité, c'est vraiment ce qui permet, on parle de traces mnésiques pour être technique, c'est ce qui permet au niveau de la mémorisation de rendre les chemins neuronaux fréquentables. Et plus on les fréquente, et plus les connexions synaptiques se renforcent, vous l'avez vu dans la vidéo, et plus ils sont faciles à fréquenter. Donc vraiment la régularité, c'est ça. C'est ce qui permet à notre chemin de ressembler à un chemin et de ne pas ressembler à une forêt vierge. Et l'action que vous ne faites qu'une seule fois par an, voire une fois toutes les plusieurs années, c'est rarement une action sur laquelle vous êtes le plus compétent. Par contre, celle que vous faites tous les jours, là, vous acquérez des compétences notables. Alors évidemment, pour arriver, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi tenir dans la durée. C'est important. Et pour ça, voilà, quelques réflexions basiques, hein, mais qui veulent aller loin, ménage sa monture, certes. Mais avec de l'entraînement, la monture sera beaucoup plus costaud. C'est l'intérêt. C'est que plus la monture s'entraîne et plus elle devient capable. Le cerveau est un muscle. Plus je m'en sers et plus il devient fort et robuste. Donc on a intérêt à s'en servir souvent parce que ça permet de le maintenir en éveil et de le maintenir en capacité. Voilà. Si je ne veux pas m'épuiser, j'ai intérêt à m'entraîner souvent. De la même manière qu'un sportif de haut niveau, s'il veut tenir dans la durée, il a intérêt de s'entraîner souvent. Et la stratégie de s'économiser pour tenir dans la durée, c'est pas une bonne stratégie. Ça ne marche pas. Parce que si je m'économise et que j'y vais tout frais comme ça, mais pas entraîné, ben je vais m'essouffler très vite. Et ça marche dans le sport, mais ça marche aussi dans la scolarité. Donc, voilà. Tenir dans la durée, ça veut dire choisir la bonne dose, le bon dosage, la bonne pente, mais ça ne veut pas dire s'économiser. Parce que plus je m'économise, et plus ça peut être compliqué. Par contre, tenir dans la durée, c'est aller chercher les récompenses, aller chercher la dopamine. Et quand j'ai un objectif accessible, mesurable, etc., ben, la dose de dopamine que je m'offre, elle a du sens. Parce qu'elle va vraiment m'aider à tenir dans la durée. La motivation, hein, vous connaissez la différence entre l'envie et la motivation. Moi, j'ai envie de gagner au loto, ça me ferait très plaisir de gagner au loto. Si jamais l'un d'entre vous veut me faire gagner au loto, je suis d'accord. Si l'un d'entre vous gagne au loto, ce jour-là, je serai votre ami. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourtant, je ne suis pas motivé pour gagner au loto. Parce que je ne joue pas. Et forcément, être motivé, movere, ça vient du latin. Movere, c'est le mouvement. Être motivé, c'est sortir les mains des poches pour se mettre en mouvement vers son objectif. Voilà. Donc la motivation, elle est essentielle, mais la motivation, elle est maintenue dans la durée par les petites récompenses intermédiaires. Et quand je suis dans ma montagne et qu'à chaque fois que j'arrive au caillou suivant, à la bûche suivante, à l'arbre suivant, à chaque fois cette petite dose de dopamine de me dire ça y est, j'ai atteint mon petit objectif, je passe au suivant et à la fin j'aurai atteint le grand objectif. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide à tenir dans la durée. Toujours dans les stratégies, l'optimisme, je vais l'appeler comme ça, l'optimisme, c'est une vraie stratégie. Regardez ce verre. Certains le verront à moitié plein, d'autres le verront à moitié vide. Moi, je préfère personnellement la solution qui le voit dans la partie basse, plein d'un liquide qui m'a l'air, pour le coup, à cette heure-ci plutôt sympathique, mais dans la partie haut, plein d'un arôme qui sera sans doute non moins sympathique. Et finalement, si je le regardais bien, je pourrais le voir tout plein, d'un liquide dans la partie basse et d'un arôme dans la partie haute. C'est qu'une question de point de vue, en tout cas, c'est une question d'état d'esprit. C'est absolument essentiel dans une stratégie de réussite que d'apprendre à regarder ce qui va bien.
Et nous, parents en particulier, c'est notre responsabilité première. Jamais, 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 jamais une multinationale au monde ne s'est développée en s'appuyant sur ses points faibles. Une multinationale qui veut se développer et qui sait développer, puisque c'est une multinationale, elle s'est toujours développée en s'appuyant sur ses points forts. C'est en capitalisant sur les réussites qu'on arrive à aller au-delà de nos fragilités. Mais c'est vraiment important d'avoir une stratégie qui s'appuie sur les points forts, qui met en valeur ce qui va bien, pour pouvoir évidemment améliorer ce qui peut l'être, mais on va d'abord s'appuyer sur ce qui va bien, c'est ce qui permet d'avancer. Donc, nous parents, on a un vrai travail à faire pour chausser des lunettes, pour regarder ce qui va bien, pour pointer toutes les petites améliorations, même les petites. Et on pointe une amélioration, pourquoi? Parce que quand on pointe l'amélioration, c'est une dose de dopamine que j'offre à mon enfant. Et je lui donne à travers ça l'envie de recommencer. Moi, j'ai pas envie de recommencer, c'est pour me faire engueuler à la fin. Si par contre, on souligne mon effort, on me dit bravo, c'est bien, tu l'as fait, cette fois-ci, tu as mis 25 minutes à faire ton petit exercice de 2 lignes, c'est bien, parce que avant-hier, tu avais mis 35 minutes, c'est un vrai progrès. Ça me donne envie peut-être d'aller un peu plus loin et de le faire en 2 minutes 30, ce qui est possible aussi. Mais nous, parents, apprenons à chausser nos lunettes pour regarder ce qui est positif, parce que des parents qui, avec plein de bonne volonté, soulignent tout ce qui ne va pas, se retrouvent après avec des enfants qui sont peu motivés, peu motivables. Alors, ce n'est pas la seule cause, je vous rassure, c'est très multiple, mais on peut jouer ce rôle-là de renforçateur en appuyant sur ce qui va bien. Ça ne veut pas dire, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'il faut dire que tout va bien. D'accord? On n'est pas dans le « Oh, mais c'est formidable, mon chéri, tu as 2 sur 20 en maths, tout va bien. » Non, on ne va pas se mentir, on ne va pas non plus regarder des choses de travers. On va regarder la vérité en face. Mais même avec 2 sur 20, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'effort. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser. Et on préférera l'encourager à progresser et peut-être qu'il aura 4 et qu'il aura doublé sa moyenne, c'est pas donné à tout le monde, que de lui rappeler tous les matins qu'avec 2 sur 20, franchement, il ne risque pas de faire un polytechnique. C'est vraiment notre travail de parents que d'aider nos jeunes à capitaliser sur ce qui est bien, ce qui est positif. Voilà, on peut vraiment les aider à travers ça, sans pour autant ignorer ce qui est moins positif. Dans les stratégies essentielles pour y arriver aussi, il y a le fait de se connaître. Vos enfants, globalement, se connaissent assez peu, assez mal. J'en témoigne parce que j'en croise un certain nombre toutes les semaines. Et je dois dire que globalement, ils se connaissent assez mal. Ils connaissent assez mal leur corps, ils connaissent assez mal leur esprit, leur cerveau, savoir comment ça marche et leur mode de fonctionnement. Et on a tout à gagner à les aider à se connaître. En particulier, les intelligences multiples de Howard Gardner, où Howard Gardner définit 8 intelligences qui vont de l'intelligence linguistique, logistique, kinesthésique, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale, naturaliste, visuo-spatiale. On sait que l'école en France s'appuie sur 2 types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale. Lire, écrire, compter. Voilà. En gros, l'école en France, c'est basé là-dessus. Est-ce à dire qu'un enfant qui a une intelligence kinesthésique, basée sur le mouvement, ou musicale, est voué à l'échec scolaire? Heureusement, non. On peut très bien, avec une intelligence musicale, réussir dans sa scolarité en France. À condition d'avoir appris, ne serait-ce que dans sa tête, à mettre en musique tout ce que nous racontent les profs ou tout ce qu'ils nous écrivent sur leurs fiches ou sur leur tableau.
Et si je suis capable de mettre en musique ce schéma de physique, alors il va rentrer dans ma tête et je vais pouvoir l'appréhender et le maîtriser aussi bien que n'importe qui d'autre. Il faudra pour ça que je sois au courant, que j'ai une intelligence plutôt musicale développée, et que je trouve les stratégies qui me permettent d'utiliser cette intelligence-là pour faire de la physique, si c'est ça qu'on me demande de faire ce jour-là. De la même manière, sur l'élève qui a une intelligence interpersonnelle développée, ben on comprend pourquoi lui, les travaux de groupe, c'est son truc. Et pourquoi il est plus à l'aise à venir réciter à maman sa leçon que la réciter tout seul dans son coin. Ben parce que lui, c'est tant qu'il est en interaction, ça va bien. Dès qu'il n'y a plus d'interaction, c'est compliqué. C'est pour ça que celui-là, c'est intelligent qu'il ait un ami imaginaire, à qui il va pouvoir raconter son cours, à qui, pendant le contrôle, dans sa tête, évidemment, sinon il va passer pour un fou, mais pendant le contrôle, il pourra se raconter le cours et raconter ce qu'il fait à son ami imaginaire pour pouvoir être dans cette interaction qui lui facilite les choses. Et à l'inverse, celui qui a une intelligence plutôt intrapersonnelle, plutôt celui qui est un peu taiseux, qui va préférer la solitude, préférer réfléchir par lui-même dans son coin, on comprendra pourquoi il a besoin de calme pour travailler. On comprendra pourquoi il n'aime pas venir vous réciter ses leçons et qu'il préfère se faire ça tout seul dans son coin. On comprendra pourquoi il préfère des stratégies qui vont plutôt l'isoler que des stratégies qui vont le mettre en lien. Et il sera peut-être en difficulté d'ailleurs pour l'exercice de groupe. Et il faudra qu'il apprenne à trouver une stratégie, même dans un groupe, pour exister. C'est important de se connaître et de connaître ces caractéristiques-là. C'est Howard Gardner qui a travaillé sur les intelligences multiples. On trouve plein de petits tests sur Internet qui permettent de se situer. Alors on peut le faire dans version complète avec un psychologue qui fera ça beaucoup mieux. On peut aussi se tester vaguement et puis ensuite on affine avec l'expérience. Mais ça vaut vraiment le coup de prendre un petit temps là-dessus pour comprendre qui je suis et quelles peuvent être les stratégies qui seront intelligentes pour moi. De la même manière, et là c'est le travail de Antoine de la Garandrie sur la gestion mentale, sur les profils cognitifs, on parle du profil auditif, visuel ou kinesthésique, ceci parce qu'on a aussi les profils gustatifs et les profils au niveau de l'odeur. Seulement en France, c'est assez mal vu d'utiliser la mémoire olfactive pour travailler ses cours. Alors, on pourrait associer la physique à une odeur, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise franchement dans nos civilisations. D'ailleurs, quand on croise quelqu'un, c'est rare qu'on le renifle pour se souvenir de lui. C'est aussi rare qu'on lèche quelqu'un pour se souvenir de lui. Mais quelqu'un qui aurait une mémoire comme un chien, qui aurait une mémoire gustative forte, et on sait, hein, la Madeleine de Proust, c'est ça. Une simple odeur de Madeleine suffit à lui remémorer toute son enfance. C'est parce qu'il a une mémoire olfactive qui est plutôt développée. Voilà. On sait que nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu, donc je ne les ai pas mis là, mais pour un élève de savoir quel est son profil favorisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un petit peu des deux, hein, mais il y en a toujours un qui est plus fort que les autres. C'est essentiel. Parce que qu'est-ce qui se passe pour un auditif quand le prof parle tout le temps? C'est génial. Il adore ça. D'ailleurs, il aime beaucoup ce prof qui parle tout le temps. Parce que ça lui va bien. Par contre, quand il se retrouve en cours de physique, où le prof passe son temps à lui projeter des schémas, un auditif, un schéma, ça ne lui parle pas. Sauf s'il a appris à lire le schéma à haute voix dans sa tête, à verbaliser le schéma. Un kinesthésique, c'est le mouvement. C'est la mémoire qui passe par le mouvement. Vous avez tous vu Top Gun. Dans Top Gun, que font les pilotes juste avant la sortie? Ben, ils font la répétition, ils sont assis sur leur chaise, là, ils ne sont pas encore dans l'avion, et déjà, ils vivent leur mission et ils font les mouvements pour répéter, entre guillemets. C'est une mémoire kinesthésique, ils ont besoin de faire le mouvement pour le mémoriser. Le kinesthésique, on comprendra pourquoi, lui, travailler allongé par terre dans sa chambre, ça a du sens. Pourquoi les pieds sur le lit et allongé sur le dos par terre, c'est bien. Parce que la question de la position, pour lui, est intéressante. La question du mouvement est intéressante. On comprendra pourquoi, lui, il a besoin d'écrire. Et que lire, ça ne suffit pas pour lui. Il a besoin de faire le geste pour s'en souvenir. Et que tant qu'il n'a pas fait le geste, il ne s'en souviendra pas bien.
c'est important qu'il ait compris qui il est pour pouvoir, comme ça, avoir des stratégies qui seront pertinentes. Le visuel, quand le prof parle tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Ben, normalement, s'il est bien formé, il va construire les images dans sa tête pendant que le prof parle. Et au fur et à mesure que le prof parle, je construis des images dans ma tête. Et moi, visuel, je vais m'en sortir parce que j'ai appris à traduire tout le blabla du prof en images dans ma tête. Faire un tout petit exercice, vous êtes chaud là? Je vais vous demander, je vous explique la consigne, après on le fait. Je vais vous demander, je vais vous dire un mot, je vais vous demander de fermer les yeux, je vais vous donner un mot, et là je vais vous demander d'être attentif à ce qui se passe dans votre tête. Il va se passer trois choses différentes, enfin il peut se passer trois choses différentes, ou plus. La première, c'est que vous pourriez entendre quelque chose dans votre tête. La deuxième, c'est que vous pourriez voir quelque chose dans votre tête. Et la troisième, c'est que vous pourriez ressentir quelque chose dans votre corps. Ça vous situera plutôt sur un profil ou sur un autre. Alors évidemment, sur un test comme ça, c'est vraiment à titre indicatif. Et en plus, dans votre tête, il va probablement se passer plusieurs choses, parce qu'il pourrait y avoir de l'image et du son, par exemple. Alors vous allez être attentif à ce qui vient en premier. Le tout premier. Souvent, il y a l'image qui vient avant le son, ou le son qui vient avant l'image. Voilà. Parfois, ça arrive en même temps, et il faudra affiner pour aller plus loin. Vous êtes prêts? On ferme les yeux, je vais vous donner un mot. Le printemps. Voilà, et là, dans votre tête, normalement, il s'est passé quelque chose. Soit vous avez entendu ma voix, soit vous avez peut-être entendu votre voix en train de répéter le mot. Pour les auditifs, on va parler d'auditif interne ou d'auditif externe. L'auditif interne entend sa propre voix. L'auditif externe entend ma voix à moi. Attention, celui-là, il sera plus facilement en difficulté, l'auditif externe. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'informations à retenir si vous devez retenir ma voix que si vous êtes capable de le faire avec votre propre voix. Donc l'auditif externe devra apprendre à utiliser sa radio interne pour répéter avec sa voix à lui l'information, parce qu'il y aura beaucoup moins de choses à côté. Peut-être que vous avez vu quelque chose, le champ avec les petites fleurs, le papillon, tout ça. Peut-être qu'il y avait même du mouvement là-dedans. Peut-être que vous avez vu et entendu, hein, vous avez peut-être entendu les oiseaux après avoir vu le champ avec les petits trucs. Peut-être que pour ceux qui sont les plus traumatisés d'entre vous, vous avez vu le mot printemps avec le M souligné en rouge, là, pour pas faire d'erreur. Ça se peut. Ça, c'est pour les visuels et c'est pas... Et pour les kinesthésiques, peut-être que vous avez ressenti la douceur du printemps. Peut-être que vous avez ressenti la fraîcheur de ce beau paysage. On recommence une deuxième fois. Ferme les yeux. Un camion rouge. Et là, certains ont entendu le pin-pon-pin-pon. Ou entendu le camion faire vroom-vroom. Ce gros camion rouge. Peut-être qu'il y en a qui ont vu un camion rouge avec ou sans sirène. Peut-être qu'ils ont vu les deux d'ailleurs. Et peut-être certains d'ailleurs ont ressenti le stress du camion rouge. Chacun comme ça peut essayer de se positionner et d'en conclure pas trop vite s'il vous plaît. Ça vaut le coup d'affiner et d'aller un peu plus loin que le test qu'on fait en 2 secondes comme ça vite fait assis sur une chaise dans la salle d'études. Ça vaut le coup d'aller un peu plus loin et pourquoi pas de le faire avec un professionnel. Mais c'est vraiment essentiel pour un élève d'avoir compris qui il est pour avoir une stratégie de travail qui sera adaptée à son besoin. Donc ça pourrait être l'objectif numéro 1. Se connaître. Savoir quelle est ma stratégie de travail intelligent. Celle qui va me permettre d'être le plus performant. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si on veut aider un élève, il faut vraiment l'aider à se connaître. C'est le travail que font les professeurs principaux en classe de seconde, où il y a tout un parcours de connaissance de soi. C'est essentiel pour permettre la réussite de chacun. L'objectif de tout ça, c'est toujours le même. Il s'agit de passer du stade où ils sont victimes de ce qu'ils sont, et souvent ils sont vachement bien, vos enfants. Il n'empêche que s'ils ne le maîtrisent pas, s'ils n'ont pas tous des curseurs, bah, ils sont victimes de ça. Et le jour où ils sont un peu décalés, ils sont victimes de ce décalage.
Et l'objectif, c'est qu'ils puissent devenir le pilote de l'avion, choisir leur destination, choisir leurs itinéraires et aller à la vitesse qu'ils ont envie d'aller. C'est vraiment un enjeu important. Et pour être bien dans ses baskets, et Dieu sait que c'est important quand on est au lycée d'être bien dans ses baskets, et pour réussir sa scolarité, parce que ce sera une conséquence du point précédent. Donc vraiment, voilà, aidons-les à faire ce travail de prise en main de leur destin. Et c'est pas le nombre de films qui nous contredira sur cette question. Hein. Tous les grands films, américains ou pas d'ailleurs, sont basés sur ce thème-là. C'est prends ta vie en main, prends ton destin en main et ça va bien se passer. Arrête de subir, prends ta vie en main et tu seras l'auteur principal de ton avenir. Donc si on pouvait, enfin s'il fallait conclure ce soir sur ces mots, je dirais à mes élèves, prenez votre vie en main et vous serez maître de votre avenir. J'ai fait le tour de la mise en œuvre de la stratégie. À moins qu'il y ait des questions éventuellement. Un peu. Sinon, il me reste à vous remercier et vous proposer de remettre les chaises sur votre table avant de rentrer. Constatez qu'ils ont mis le couvert pendant ce temps-là. Merci. Merci, messieurs.